Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Philippe Lator, vous conseillez les dirigeants et les salariés et les institutions représentatives après avoir travaillé longtemps dans la gestion de fonds d'investissement. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, Réinventer la social-démocratie, paru en 2017, et en 2021, vous avez écrit Le nouveau contrat social, avec la complicité, je crois, de Christian Pierret, qui a été le ministre de l'Industrie pendant pas mal d'années. Marielle Mangeon, vous êtes déléguée nationale confédérale CFE-CGC à la transition économique. Florian Delvaux, vous êtes responsable développement territorial Auvergne-Rhône-Alpes de CECAFI. Voilà. Et Bertrand Fialip, vous êtes avocat et représentant de CPME Rhône. Merci d'être avec nous ce matin. On parle donc de ce partage de la valeur. Ce n'est pas forcément clair dans tous les esprits. Alors peut-être qu'il serait bon, pour commencer, de nous donner un petit peu votre version, votre définition de ce terme qui fait tant parler en ce moment. Allez-y, oui. Allez-y, je pense que le micro doit être branché. C'est bon. Oui. C'est branché là. Voilà. Alors, quand on parle de partage de la valeur, pour mon syndicat, la CFE-CGC, on parle du partage des richesses créées par l'entreprise entre plusieurs acteurs. D'abord, les dirigeants et les salariés au travers de leur rémunération. Ensuite, les actionnaires qui perçoivent des dividendes, qui peuvent aussi percevoir certains gains au travers des rachats ou annulations d'actions. Et puis, il y a un partage qui se fait aussi pour l'investissement dans l'entreprise, qui s'adresse aussi aux banques au travers d'intérêts, et enfin l'État, puisque au travers des impôts qu'on paye. Donc, on parle de tout ce partage. Et pour nous, il n'y a pas de richesse créée dans l'entreprise sans le travail et la motivation et l'investissement des salariés. Donc, on revendique un partage juste et équitable entre tous ces acteurs. Ce qu'on a pu voir ces dernières années, c'est une financiarisation des entreprises et aussi une évolution de ce partage. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France qui, par exemple, regarde l'évolution du partage de la valeur et qui voit un déséquilibre vers les actionnaires. Donc, pour nous, c'est vraiment important de participer aussi et d'avoir une vision sur ce partage. Donc ça veut dire avoir une vision aussi des investissements qui sont faits, des sommes qui sont allouées aux actionnaires et de pouvoir mettre en parallèle, on va dire, l'évolution des sommes qui sont versées, par exemple, aux actionnaires et ce qui est versé aux salariés. Et pouvoir avoir une évolution qui soit juste pour l'ensemble de ces parties prenantes. Voilà, donc je pense que pour commencer, c'est vraiment ce qu'on revendique. Ah, peut-être si, pardon, parce que M. Ferracci parlait de développement durable, et c'est vrai aussi que on aura une deuxième table ronde, et je sais que j'ai une de mes collègues qui participe. Pour nous, c'est vraiment aussi très, très important. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, aujourd'hui, doit avoir une vision et une stratégie à long terme, et ça veut dire, pour nous aussi, être très présent sur ces sujets de RSE, et intégrer aussi dans tout le partage de la valeur, et notamment dans, on va dire, dans les objectifs qui peuvent être fixés ou dans les parts salariales ou pour les parts variables qui sont attribuées aux salariés, avoir des critères RSE et de plus en plus intégrer cette dimension dans le partage de la valeur et dans la stratégie de l'entreprise. Alors, du côté du patronat, quelle est la définition que vous proposez, Bertrand Fialip ? Du côté du patronat, on va proposer de s'en tenir à la définition qui est celle de l'ANI, puisque l'ANI, donc, dans son préambule, l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur, dans son préambule prévu que le partage de la valeur donc, matérialise l'affectation de la valeur ajoutée à la rémunération du travail, donc les salaires bruts, l'épargne salariale, aux impôts liés à la production nette de subventions et à l'excédent brut d'exploitation. Donc quand on parle de valeur et de partage de la valeur, voilà la définition qui est donnée dans l'ANI. Après, au niveau des organisations patronales, il y a différents positionnements. Pour ce qui concerne la CPME, lorsque les discussions ont commencé sur cette ANI, on a tout de suite réagi sur l'expression dividende salarié. Voilà. Et pour nous, c'était vraiment un point de rupture que cette expression dividende salarié soit effacée
du projet d'accord, puisqu'on considère que le dividende, c'est la rémunération de celui qui apporte des capitaux en propre à l'entreprise. Mais au-delà du discours financier, c'est la rémunération de celui qui entreprend et donc qui s'investit. Et c'est sa prime de risque, en quelque part. C'est-à-dire que si son apport ne dégage pas des fruits, eh ben, il ne touche rien. Voilà. Donc cette notion de dividende salarié, elle a été explicitement exclue dans l'ANI, et c'est ce qui a permis à la CPME de s'engager dans la signature de celui-ci, avec 2 ou 3 autres considérations qui nous sont chères et qui sont importantes. La première, c'est qu'il y a, au travers de cette ANI, aujourd'hui une simplification des dispositifs d'épargne salariale et une volonté de les rendre plus accessibles à toutes les entreprises, comme vous le soulignez tout à l'heure. Et donc, il y a toute une série de dispositions qui sont assez intéressantes pour finalement rendre encore plus accessibles tous ces dispositifs qui ont évolué récemment. Enfin, on verra, il y a eu un foisonnement quand même ces dernières années autour de l'intéressement et de pas mal de dispositifs. Le deuxième point, c'est que la notion de libre choix et le fait que l'entreprise puisse réellement prendre ses décisions en fonction de ses objectifs, en fonction de ses missions, en fonction du contexte de son activité est préservée. On verra tout à l'heure, au travers des nouvelles dispositions, qu'il y a cette notion de libre choix. Donc cette question de responsabilisation des entreprises et finalement une capacité à s'approprier les dispositifs dans un contexte qui est le leur. Et ça, c'est quelque chose qui est également très positif au niveau de l'ANI. Et pour terminer sur la position de la CPME, elle est aujourd'hui une position de vigilance, mais je crois que c'est une position de vigilance qui est partagée avec l'ensemble des signataires de cet accord, c'est-à-dire que nous ne souhaitons pas que le texte soit transfiguré dans le cadre de l'adoption de la loi sur le partage de la valeur, et nous sommes très attentifs à ce que la retranscription législative soit fidèle à l'intention des auteurs du texte. De ce point de vue-là, les débats sont encore en cours. On en parlera tout à l'heure. Voilà, la loi a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Sur cette première lecture, on ne peut que constater que le gouvernement a systématiquement sollicité les organisations signataires sur chaque amendement qui a été voté. Puis on verra que finalement le texte a été assez peu modifié. Cette vigilance, elle est encore accrue aujourd'hui, puisque le Sénat étudiera ce projet de loi en séance publique la semaine prochaine, 17 et 18 octobre prochain, et donc a auditionné le ministre du Travail la semaine dernière pour justement confirmer. Voilà. D'accord. Rappelez-nous, l'ANI a été signé par tout le monde ou toutes les organisations ou pas? 4 organisations syndicales. Non, mais allez-y comme ça. C'est bon? Oui, les 4 organisations syndicales, mais pas la CGT. D'accord, très bien. Florian Delvaux, quelle est votre définition pour vous? Je ne vais pas revenir sur la définition en elle-même, parce que je crois que les définitions sont assez partagées. Et, avec quand même quelques nuances. Quelques nuances. Forcément. Et c'est normal. Je vais revenir sur quelques éléments de contexte sur les 30 dernières années, parce qu'on parle effectivement de changements dans la répartition de la valeur ajoutée en France. Effectivement, quand on prend sur une série longue et qu'on regarde effectivement la Banque de France, on voit que le facteur travail a connu une part dans la répartition de la valeur ajoutée qui a diminué ces 30 dernières années, qui n'est pas nécessairement lié sur les faits que les salaires ont baissé. C'est un effet de productivité, c'est des effets Noria qui ont joué. Quand on regarde la manière où, depuis les années 2000, le niveau d'inflation, finalement, les accords et les augmentations salariales jusqu'en 2021 ont couvert l'inflation de manière générale, ont assuré l'augmentation des salaires au niveau de l'inflation. C'est moins le cas depuis l'année 2021. Mais ça a engendré quoi, l'ensemble de ces éléments? C'est effectivement 60% de la part de la valeur ajoutée était en 1993 dédiée vers le facteur travail. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 55%. L'autofinancement, le désendettement, l'investissement est resté relativement stable sur les 30 dernières années. La part de l'impôt est restée relativement stable. L'augmentation s'est faite sur les dividendes. Là aussi, il y a le risque entrepreneurial, et j'entends tout à fait les propos de la CPME.
Il y a aussi la financiarisation de la structure actionnariale dans un certain nombre d'entreprises qui ont engendré cette augmentation des dividendes. Et là, il est important effectivement que tous ces constats soient partagés et qu'on remette un petit peu, et c'est l'objet de cette année, des éléments d'outils techniques pour que la répartition des bénéfices de l'entreprise, alors pas de dividendes salariés, puisse aussi s'orienter auprès des salariés et des travailleurs de notre environnement économique. Merci. Philippe Lator, de ce qui vient d'être dit. Oui, alors vous avez rappelé en effet que pendant assez longtemps j'étais associé de fonds d'investissement et la même question, je l'ai eu à traiter dans les rapports entre les managers, les dirigeants et le fonds d'investissement que je représentais. C'était la même question, c'était comment on partage la valeur. Mais la valeur dont on parle quand on est avec les dirigeants, ce n'est pas tant la valeur ajoutée et donc les rémunérations. Quand on est avec les dirigeants, évidemment, ce qui les motive bien davantage, c'est leur implication et leur participation dans l'autre valeur, qui est la valeur actionnariale, la valeur du capital. Et donc, les fonds d'investissement dans lesquels j'ai été, effectivement, ont monté des systèmes tout à fait motivant pour les dirigeants, pour les faire accéder, alors que finalement ils sont à l'origine aussi des salariés, des travailleurs, certes dirigeants mais salariés, et les actionnaires ont compris l'intérêt pour les motiver de les faire participer au capital. Et donc je pense que c'est vraiment utile de reprendre les deux termes, parce qu'il faut bien nommer les choses. C'est d'une part qu'il y a la valeur ajoutée, et puis que d'autre part il y a la valeur du capital. Pour les marxistes dans la salle, c'est toujours les mêmes thèmes, finalement, c'est le travail qui a sa rémunération, puis le capital qui a sa rémunération. Alors oublions les histoires de dividendes, parce que le dividende, c'est un peu anecdotique, c'est comme quand vous allez à votre distributeur de billets de banque, vous retirez de l'argent au distributeur, mais c'est juste un peu moins d'argent que vous avez sur votre compte, et puis vous en avez le plus dans la poche. Le vrai sujet pour un actionnaire, c'est la valeur du capital, de ses actions. Et donc, toute la question, là, quand maintenant on la pose, comme vous la posez, plus sous l'angle des salariés, je voudrais juste rappeler deux chiffres parce que je pense que ça résume bien le sujet. C'est que la valeur ajoutée, là où le salarié est rémunéré, alors c'est vrai que sur longue période, ça part dans la valeur ajoutée, fluctue un petit peu, mais enfin en gros, sur longue période, c'est à peu près 60% de la valeur ajoutée que capte le salarié. Cette valeur ajoutée, vous le savez, là, la somme des valeurs ajoutées, c'est le produit intérieur brut, c'est le PIB. Sur longue durée, sur 20 ans, 30 ans, etc., le produit intérieur brut, il progresse à peu près, inflation comprise, vous allez comprendre pourquoi je donne un chiffre précis, de 2,5%. Donc finalement, les rémunérations, elles sont assises sur quelque chose qui progresse à 2,5% par an. Le capital, il y a plein de statistiques, de chiffres là-dessus, on peut le suivre très bien. Il faut prendre la valeur des entreprises en bourse ou la valeur des entreprises non cotées, mais on sait chiffrer tout ça. Le capital progresse, lui, donc retenons le chiffre, en moyenne à peu près à 10% l'an, là aussi sur longue période, 20 ans, 30 ans, voire plus. Donc on voit tout de suite qu'il y a deux rythmes différents. Celui sur lequel sont assis les salaires, qui est finalement le PIB, la valeur ajoutée, 2,5, et puis le capital, 10. Donc ça fait un rapport de 1 à 4. Et donc le sujet, si maintenant on prenait une image assez simple, on pourrait dire que finalement il y a deux trains. Il y a un train qui roule à 70-80 km/h, qui est, on va dire, un TER, dans lequel sont les salariés, bon, très bien, et puis vous avez un TGV qui roule à peu près à 300 km/h, qui est celui où sont les actionnaires, le capital. Et le rapport entre la vitesse du TER et du TGV est aussi de 1 à 4. Donc ça illustre bien le rapport entre les deux. Et donc la seule question pour moi, de mon point de vue, c'est de se dire, est-ce que les salariés qui contribuent à la création de valeur à leur niveau, les managers évidemment par leur implication, les actionnaires d'une autre façon, mais est-ce que les salariés n'ont pas de temps en temps, quand il y a un arrêt à la gare, la possibilité, au lieu de rester tout le temps dans le TER, de monter un peu dans le TGV. Alors évidemment, vous allez tout de suite dire, oui, mais il y a un risque, un TGV risqué, on va rester dans le TER. Mais en réalité, le risque, alors on ne va pas approfondir, ça sera trop long, mais le risque, il est très grand déjà pour les salariés aujourd'hui. C'est ça, je pense, qui a changé par rapport au monde d'avant, et c'est là où on voit le sujet des inégalités, le sujet du sens au travail, tout ça. Les salariés aujourd'hui, ils changent de travail régulièrement, tous les 5 ans, tous les 6 ans, ça c'est en soi un facteur de risque. Et puis, on le voit bien, il y a
secteurs dans lesquels il va y avoir des PSE, des activités partielles longue durée pour faire face à des rythmes d'activité moins forts. Donc derrière tout ça, il y a les enjeux normaux de flexibilité face à la compétitivité exigée. Et donc finalement, les salariés ils sont bien confrontés à un risque et ils participent par ailleurs clairement à la création de valeur. Donc ma question c'est juste, et alors en particulier puisqu'il y a des syndicats ici, lorsque vous êtes confronté à une question, par exemple, où il y a un changement d'actionnaire, il y a des procédures qui font qu'il y a des informations, consultations, on demande aux salariés qu'est-ce que vous pensez du changement d'actionnaire. Je dis juste, voilà, et là il y a un arrêt en gare, vous êtes dans votre TER, mais peut-être que vous pouvez monter sur le quai d'à côté dans le TGV, parce que ça vous permettra d'avoir aussi une petite part, en étant actionnaire, en devenant actionnaire, d'avoir une petite part de la création de valeur. Donc ça, c'est une question importante, parce que la prochaine fois que vous verrez passer un TGV dans 5-10 ans, vous aurez vu les actionnaires qui auront eu ce rendement très élevé, et puis vous pourrez juste dire que vous avez eu votre part de risque, vous avez contribué à la valeur, et vous n'êtes jamais monté dans le TGV. Alors si c'est juste pour... c'est très bien intéressant en participation, peut-être ça permet d'avoir un siège un peu mieux assis dans le TER, mais enfin, rappelons-nous toujours que c'est 4 fois plus vite. Et pour moi, c'est ça l'enjeu du débat. Donc, comment est-ce qu'on partage la valeur au sein des entreprises ? Alors aujourd'hui, donc on a effectivement un texte de loi qui est en cours d'étude, qui a été déjà donc voté par l'Assemblée nationale en première lecture. Est-ce que vous avez des informations sur la suite ? Parce que l'engagement, il y a des engagements qui sont prévus à partir, au principe, du 1er janvier 2024. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Vous voulez dire sur le processus ? Oui. Parce qu'on a parlé de consultation. L'ANI a été signée en février. Au départ, on a été très, très bousculé par le gouvernement qui nous a demandé de travailler avec l'Assemblée nationale en procédure d'urgence dès le mois de mai et juin. Ça a été voté par l'Assemblée nationale au mois de juin. Et puis ça s'est ralenti. On n'est plus dans le TGV. On était dans le TGV pendant un mois. Et puis, je ne connais pas la raison pour laquelle ça s'est ralenti. Mais là, les discussions ont été reprises au Sénat simplement à la rentrée. Et donc, c'est en cours d'analyse. Et je suppose que ça va être voté dans les semaines qui viennent. Mais finalement, c'est très court parce qu'effectivement, il y a l'Assemblée nationale qui a décidé d'accélérer la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs. Et notamment, il y avait, dans le projet de l'ANI, il était prévu de mettre en place ces dispositifs à partir de 2025 pour les entreprises de 11 à 49 salariés. Et ça a été finalement avancé à 2024. Donc, entre, je pense, la signature définitive de la loi, enfin l'adoption de la loi plutôt, et puis la mise en œuvre, on a un délai qui est très très court, c'est vrai. Bon. Bertrand Philippe, vous soutenez cette image du TER et du TGV ? C'est quelque chose qui vous correspond ou pas ? Disons que sur un plan macroéconomique, elle se comprend, elle fait appel à des modes de transport doux, donc on va la soutenir. Après, je ne suis pas sûr de tout à fait suivre, on va dire, toute la continuité du raisonnement. Si je repars sur l'ANI, pour s'en tenir à l'ANI, il y a eu quand même la nécessité pour les partenaires sociaux de rappeler un principe qui existe dans le Code du travail, qui est celui de non-substitution. Principe de non-substitution, des dispositifs de partage de la valeur au salaire. Pourquoi est-ce que ce rappel a été fait ? Ce rappel, il a été fait parce qu'on est dans un contexte où aujourd'hui, on a un SMIC qui a été revalorisé de 12,5% en l'espace de 2 ans, qu'on s'aperçoit qu'au niveau, il y a une très forte pression salariale, non seulement sur les branches, mais aussi au niveau des entreprises, de ce fait-là. Et donc, c'est important aujourd'hui, et c'est ce qui figure d'ailleurs dans le premier chapitre de l'ANI, de remettre les branches au cœur du dispositif pour tout ce qui concerne le TER. C'est-à-dire de remettre une obligation de négociation des branches en lien avec le SMC, avec le salaire minimum conventionnel. Alors ça avait été prévu par la loi du 16 août 2022 sur le renforcement du pouvoir d'achat, mais on le réexprime dans le cadre de cette ANI. Et on associe aussi cette réflexion sur les salaires et cette exigence de négociation de branche à une exigence de rediscussion des classifications. C'est-à-dire que, quelque part, c'est aussi la loupe avec laquelle on regarde le travail et les responsabilités qui sont confiées aux salariés qui doit être revue.
Hein, et donc on est dans cet environnement-là. Donc effectivement, il y a des trains qui avancent. On n'a pas tout à fait la même perception du temps, comme disait Einstein, hein, entre deux trains qui se croisent. Mais c'est un principe qui a été rappelé dans l'ANI. Après, au niveau des dispositions de l'ANI qui sont marquantes, on va dire, je dirais qu'il y a des dispositions qui s'adressent directement aux entreprises, hein, et puis après, il y a des préconisations pour le gouvernement d'évolution qui sont assez variées. Sur les dispositions effectivement qui s'adressent directement aux entreprises, il y a cette possibilité désormais d'avoir des dispositifs de partage de la valeur négociés dans des entreprises supérieures aux salariés, inférieures à 50. Alors bon, dans des conditions sur lesquelles on ne va pas revenir tout de suite, mais ça c'est une des premières avancées dans ce domaine-là. Et puis il y a également une obligation de négociation dès lors que l'on constate qu'une entreprise a un bénéfice net de 1%. Et donc là, il y a un nouveau rendez-vous de négociation qui est prévu. J'ai envie de vous dire, ce sont les deux mesures pour moi immédiatement applicables aux entreprises. Et j'en rajouterai une troisième suite à votre intervention. Comme vous le disiez tout à l'heure, à un moment donné, au niveau d'entreprises cotées, il y a eu cette préoccupation de stock options, d'attribution d'actions, etc., etc. Et je trouve que dans l'ANI, il y a vraiment un dispositif très innovant qui est celui du plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Une des difficultés des dispositifs d'action gratuite, etc., c'est que vous touchez au capital de la société. Donc, quand on est dans une petite entreprise, on ne touche pas au capital de sa société comme ça. Et on est vite confronté au frein de dire, mais si on veut partager quelque part la valorisation, on n'a que cet outil-là. Et c'était un outil qui était inutilisable en entreprise. Alors on avait essayé de contourner cette difficulté avec la loi Pacte en créant des ManCo, c'est-à-dire des sociétés qui représentaient les actionnaires, qui est très complexe à mettre en œuvre. Je ne sais pas s'il est tellement utilisé aujourd'hui. C'est très complexe ou c'est pas complètement dans la mentalité des dirigeants et des salariés ? La complexité fait que c'est difficile de la faire entrer dans les mentalités. Voilà. Mais en revanche, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, l'idée est assez simple et il faudra voir ce qu'on en fait. L'idée est globalement de proposer à tous les salariés, par accord d'entreprise, de déterminer des parts qui sont dissociées du capital, mais donc une valeur de part, et de la récompenser en fonction d'un résultat à N+3. Donc on est vraiment sur un mécanisme de rémunération différé, si on peut dire, qui peut être très intéressant. Non seulement parce qu'il apporte une solution à un problème concret, mais aussi parce qu'on est confronté aujourd'hui dans les entreprises à une rotation des effectifs qui s'accélère. Il y a de plus en plus de turnover. On a des phénomènes au travail qui ont considérablement évolué avec le Covid, avec des personnes qui ont du mal à s'inscrire dans la durée dans les entreprises. Donc ça peut être un atout aussi que de dire mais ta rémunération, c'est la rémunération, c'est ton salaire, ça récompense ton travail, mais ta contribution, elle est aussi étalée dans le temps. Et donc, je peux t'intéresser à participer au projet de l'entreprise et donc à se donner de la visibilité. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'ANI est très, très innovant et prometteur. Dernière réaction par rapport au 1er janvier 2024, la grosse inquiétude est toujours la même. Est-ce que nous aurons les mesures réglementaires qui vont permettre de mettre en œuvre ces dispositifs au 1er janvier 2024 ? Alors, il y a quelques mois, j'aurais dit non. Mais aujourd'hui, j'ai été quand même surpris par la capacité du gouvernement à publier plus de 35 décrets sur les retraites en l'espace de 2 mois. Donc je me dis que c'est peut-être possible si la loi est adoptée avant la fin du mois d'octobre ou mi-novembre. Marielle Mangeon, vous voulez réagir ? Oui, parce que vous avez compris, on a peut-être quelques différences de périmètre pour la définition du partage de la valeur. Et nous, dans cette discussion, à la CFE-CGC, effectivement, on a déploré que dès le départ, dans la lettre de cadrage, on n'avait pas le droit de discuter des salaires. Donc c'est pour ça que dans cet accord, on n'en parle pas. Et pourtant, ça nous paraît une priorité en temps d'inflation et de perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Il y avait un article dans Le Monde récemment qui montrait que les augmentations de salaire, certes, elles sont là, mais elles sont inférieures à l'inflation. Et encore plus, notamment pour la population qu'on défend, de l'encadrement en général. Donc c'est important. Alors vous avez rappelé qu'effectivement, dans cet accord, dans l'article 1, il est rappelé que la nécessité de renégocier au niveau des branches les classifications, les minimums conventionnels, etc. Mais pourquoi ? Parce que dans énormément de branches, ça n'a pas été fait.
j'en connais qui n'ont pas renégocié tout ça depuis 2004. Certaines branches ont des minima conventionnels inférieurs au SMIC. Et nous, ce qu'on constate, c'est un tassement des grilles. Hein. Des fois, on augmente bien sûr les minimums, mais pas tout. La première minimum conventionnel, mais pas toutes les grilles. Et aujourd'hui, on voit vraiment une baisse des salaires, notamment sur les salariés de l'encadrement qu'on représente. Et clairement, c'est pas quelque chose qui motive aujourd'hui des managers ou des jeunes même à prendre des responsabilités. Donc, même au niveau professionnel, il y a tout un avantage à retravailler ces classifications et augmenter les minima conventionnels. Donc oui, c'est rappelé, mais il y a une obligation, on va dire, juste de moyens, pas de résultats, donc on va voir ce qui se passe. Et il faut qu'ils engagent des négociations et des discussions avant la fin de l'année dans ces branches qui sont en retard, mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc effectivement, pour nous, il y a un problème de salaire et on reste dans le TER dans beaucoup d'entreprises. Alors pour revenir à l'ANI, on a quand même signé, et puis on peut effectivement relever certaines avancées. D'abord, comme vous le rappeliez, on étend ces dispositifs aux entreprises entre 11 et 49 salariés. Pour nous, on évalue à 700 000 ou 1 million de salariés qui potentiellement pourront avoir droit ou à de l'intéressement, participation, prime de partage de la valeur. Donc ça, c'est clairement une avancée. Ensuite, on a aussi salué le fait qu'on va introduire une amplification, on va dire, de tous les fléchages vers l'épargne salariale. Hein. Donc, il va falloir avoir au moins 2 fonds labellisés. Donc là aussi, dans le cadre des objectifs RSE, ça nous paraît tout à fait une belle avancée. Bon, maintenant, ce qu'on déplore, c'est que nous, on militait pour avoir aussi une négociation annuelle dans les instances de gouvernance du partage de la valeur, parce que c'est là que ça se décide, c'est là qu'on parle des dividendes, des super dividendes, et pour nous, c'était important qu'il y ait cette participation des salariés à la discussion. Ça n'a pas été retenu, on le déplore. Et voilà, bon, principalement, c'est... Ah oui, peut-être une dernière chose que je voulais ajouter, c'est vrai que cet accord, il est quand même principalement dédié aux PME. Pourtant, il y a un problème de partage de la valeur dans les grandes entreprises, peut-être encore plus, hein, parce que quand on parlait de financiarisation, de partage peut-être déséquilibré vers les actionnaires, je pense que ça concerne encore plus les grands groupes. Mais aujourd'hui, dans cet accord, il n'y a rien qui travaille, on va dire, qui influence un rééquilibrage dans ces grands groupes. Donc, ça serait intéressant quand même d'avoir aussi une réflexion à ce niveau-là dans le futur. Oui, parce que justement, il y a quand même la question de l'attractivité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Florian Delvaux, de voir les jeunes diplômés partir effectivement vers des grosses PME ou des ETI qui se seront dotés de ces outils de partage de la valeur, alors que les PME ou les TPE ne vont pas forcément pouvoir mettre ça rapidement en place. Et du coup, est-ce qu'on ne risque pas de devoir les personnes qualifiées partir vers les grands groupes et au détriment des PME ou des TPE? Alors, vaste sujet. Alors déjà, je souhaite quand même saluer le paritarisme et le fait que nous sommes tombés sur un accord national interprofessionnel. Dans l'environnement dans lequel nous sommes, resaluons le paritarisme aujourd'hui. Ça, c'est déjà le premier point et je pense qu'il est important aussi de le ressouligner. Alors, concernant l'attractivité, oui, la rémunération est un élément d'attractivité pour les demandeurs d'emploi ou pour l'entreprise pour attirer des talents. Aujourd'hui, si on parle de la jeune génération, je n'y suis plus, ce n'est pas que la rémunération qui compte. Les conditions de travail, potentiellement les accords de télétravail, le secteur d'activité, la responsabilité sociétale et environnementale, le lien du territoire entre la formation et ses métiers, la transition professionnelle. Le sujet est bien trop vaste pour le réduire uniquement à des sujets de rémunération à l'heure actuelle. Mais c'est sûr que c'est un facteur. On ne peut pas le cacher. Pour revenir
sur l'ANI en elle-même, pour moi, cette année est une excellente boîte à outils, où effectivement, on a pour les entreprises de 11 à 50 salariés, dorénavant une possibilité de négocier un accord, on va dire, d'intéressement, participation, partage de la valeur. Cela questionne la façon de négocier ces points-là, parce qu'il n'y a pas de délégués syndicaux et de CSE de plein droit dans ces entreprises-là, mais je pense qu'on en parlera dans une autre question. Il n'en reste pas moins que ça aussi questionne la gouvernance de l'entreprise. Parce que pour avoir un dialogue social éclairé, partagé, à un moment donné, la question de l'administrateur salarié dans les grandes sociétés peut se poser. L'actionnariat salarié, alors l'ANI augmente les plafonds de l'actionnariat salarié, mais là aussi, il va falloir que tout le monde s'en saisisse de ce sujet-là. Donc c'est une très belle boîte à outils. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en musique dans l'ensemble des entreprises pour que, effectivement, tout le monde puisse avoir accès au TER, mais aussi de temps en temps au TGV. Philippe Lator. Oui, là, vous venez de mentionner quelque chose qui est très important, c'est que quand on tire le fil de l'actionnariat salarié, derrière, il y a une autre idée. Il y a autre chose, c'est que quand on est actionnaire, et là je dis bien actionnaire, c'est-à-dire propriétaire d'actions, je ne parle pas des dispositifs tout à fait intéressants de partage de valeur, y compris actionnarial, à travers ce que la loi Pacte en 2019 avait mis en place, ou à ce que vous avez rappelé, qui je crois est dans l'ANI, qui sont les plans de partage de valeur, mais qui sont un peu du simili-capital, c'est-à-dire que, mais c'est très bien quand même, c'est-à-dire que les actionnaires reconnaissent que parce qu'au bout de 3 ans, au bout de X années, ils vendent leur société, il y a une plus-value dégagée, ils ont convenu qu'ils en donneraient un bout. Alors la loi Pacte, c'était jusqu'à 10%, ou un certain pourcentage, bon, très bien, mais pendant toute cette période, jamais le salarié n'a été actionnaire, n'a été titulaire d'actions, n'a eu une identité d'actionnaire à côté de celle de salarié. Et pourquoi c'est important d'être actionnaire, à mon sens, pour les salariés, au-delà de tout à l'heure de la rémunération du capital évidemment plus élevé que je mentionnais, c'est aussi parce qu'elle répond à un autre objectif qui est, là c'est donc le deuxième fil que je tire, qui est la participation à la gouvernance de l'entreprise. Et donc là c'est le « où » de votre question que vous nous posez, c'est où est-ce que ça se discute, ça? Et là, ça ne se discute pas donc avec le CSE ou avec les représentants syndicaux. Ça se discute parce qu'on est un actionnaire, on est salarié actionnaire, on a acheté des actions, parce que je ne pense pas que ce soit que des actions gratuites, parce que si c'est quelque chose de gratuit qu'on vous donne, bon, c'est pas très... C'est toujours bon à prendre, mais enfin, vous n'avez aucune implication. Donc, je pense qu'il faut bien parler d'un vrai... Alors après, on pourra, si on a le temps, parler du risque, tout ça, là, s'il faut mettre de l'argent... Bon, enfin, il y a une épargne salariale, il y a des façons de faire. Donc, pour moi, c'est vraiment un capital qui est acquis par un salarié. Et avec ça, en tant qu'actionnaire, lui est reconnu un droit. Et là, on va vers quelque chose d'autre, qui est donc, je participe à la gouvernance, je suis en assemblée générale un actionnaire, et j'ai même des représentants au conseil d'administration, au conseil de surveillance. Et derrière tout cela, en fait... Je pense que l'intérêt des salariés, il est à la fois d'avoir un peu plus d'argent, mais il est aussi d'être reconnu, d'être partie prenante, d'avoir un sens à leur travail et de ne pas être seulement un contributeur comme un autre fournisseur, et puis rien de plus. Et là, je pense que par rapport à tous les enjeux, pour remettre un peu de recul, et par rapport à ce que disait Pierre Ferracci tout à l'heure sur les gilets jaunes, les bonnets rouges, enfin, l'environnement quand même complexe dans lequel on est dans notre société, d'équilibre ou de déséquilibre. Je pense que là, c'est une façon de remettre les salariés avec une bonne compréhension de l'économie, de les remettre dans un système où ils sont respectés, où ils sont motivés. Là, je fais le parallèle avec les dirigeants quand j'étais dans un fonds d'investissement où finalement les dirigeants, ils apprécient tout ça parce qu'ils sont motivés, ils sont reconnus et ils vont travailler bien et avec une conviction. Peut-être que même le sujet de l'âge de la retraite serait vu différemment, parce qu'il y a peut-être des gens qui partent à la retraite plutôt, qui veulent absolument partir, pas parce qu'ils avaient un travail très pénible physiquement, mais simplement parce que le sens au travail fait que finalement, ça n'a plus d'intérêt pour eux et ils préfèrent partir plus tôt. Donc je pense que si on va jusqu'au bout des questions posées aujourd'hui, effectivement, le sujet, c'est bien que les salariés aient un accès au capital, mais vraiment comme actionnaires, et qu'ils y aient en même temps la participation à la gouvernance, qui pour moi sont deux sujets qui sont très très liés. C'est ce que vous préconisez également Oui, complètement. C'est même, comme je vous disais... certains amendements qu'on a pu porter. Et c'est vrai que
quand on parle d'implication, de motivation des salariés, ça veut dire aussi, comme je disais, comprendre la stratégie de l'entreprise, être associé à certaines décisions, avoir un certain niveau de transparence. Et donc faire partie, nous on milite vraiment pour qu'on puisse faire partie d'être plus partie prenante dans la gouvernance des entreprises. Oui. Oui, si vous permettez, juste parce que ce que vous dites est très important. J'ai toujours été frappé en conseillant en conseil de salariés de voir comment, par exemple, dans des informations consultations, parce qu'il y avait une filiale qui était cédée, l'information donnée était au niveau de la filiale. Et moi-même, d'ailleurs, ayant été président du conseil de surveillance de l'administration de société, n'avoir pas compris finalement, à l'inverse, quand j'étais dans l'autre position, l'information qui pouvait être donnée à des salariés parce qu'on l'a donnée sur une filiale. Alors, effectivement, c'était le respect du droit du travail, mais la réalité, c'est que pour avoir une bonne compréhension de l'entreprise, de son projet, de sa stratégie, d'où elle va, il faut l'avoir au niveau consolidé, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir comme les dirigeants l'ont. Et ils ont du mal, d'ailleurs, même les dirigeants, des fois, à aller expliquer aux IRP que pour la filiale, le tableau de financement ou le compte de résultats, ce sont ces chiffres-là, parce que eux, c'est pas comme ça qu'ils raisonnent. Ils raisonnent tout en haut avec une vision consolidée de l'endettement, de la rentabilité, du chiffre d'affaires. Et donc, quand on est au niveau d'un conseil d'administration concessionnaire, on est précisément au bon endroit pour avoir la compréhension de l'ensemble. Et donc, de pouvoir avoir un jugement et d'apporter sa contribution au bon endroit de gouvernance de l'entreprise. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui, je voulais compléter, parce que c'est vrai que vous avez souligné notamment que ce qui a été signé en février, c'est un ANI qui a été largement signé par les organisations syndicales et patronales, et que c'est vraiment la démonstration qu'on arrive à discuter, qu'on est responsable et qu'on arrive à des consensus. Alors, à ce niveau national, mais ça peut être aussi en entreprise. Moi, je fais partie d'une entreprise chimique que vous connaissez bien à Lyon, chez Solvay, et on signe énormément d'accords, et on a un très bon dialogue social, et je pense que c'est vraiment, quand on parlait des différents niveaux, oui, il y a le niveau national, et je pense qu'on a fait la démonstration, nous, organisations syndicales, que ce soit pendant le conflit des retraites, ou encore là, quand il a fallu discuter de cet ANI, ou encore sur la GIR-Carco, l'actualité de cette semaine, c'est aussi les discussions autour de la GIR-Carco, qu'on est des interlocuteurs professionnels, qui connaissons les dossiers et qui sommes responsables. Et ce qui milite dans le fait qu'on peut être associé effectivement à la gouvernance de l'entreprise. Si on connaît les enjeux, on peut savoir prendre des décisions et avoir des consensus avec les dirigeants de l'entreprise. Ça passe forcément par un vrai travail de pédagogie quand même. Oui, bien sûr, ça veut dire de la pédagogie, ça veut dire de la formation, évidemment, à tous les niveaux. Oui. Alors, tout à l'heure, je m'étais engagé effectivement à ce que Pierre Ferracci puisse intervenir pendant les tables rondes. C'est le cas. Est-ce que je peux prendre votre micro? Allez-y. Alors, le débat est passionnant, donc je vais m'en mêler un peu. D'abord en homme de dialogue, voilà, en donnant raison un petit peu à tout le monde, et puis après en donnant un point de vue peut-être un peu différent. Moi, j'aurais été conseil des syndicats sur cette année, je leur ai proposé de le signer. Et je prends ma casquette de patron du groupe Alpha, je l'aurais signé également. Donc c'est un accord qui va plutôt dans le bon sens. Et en même temps que je trouve un peu limité par rapport à certains sujets que vous avez soulevés. Je pense que Marielle a raison de dire que si on parle de partage de la valeur, il faut que les salaires soient englobés dans la réflexion. Et Philippe Lator a raison de dire qu'on ne peut pas se limiter aux dividendes ou aux profits qui sortent d'année en année. La valeur, elle est parfois accumulée pendant un temps. Et il faut regarder comment évolue le capital et se demander comment on peut en faire profiter les salariés. Là où je me distingue, mais Philippe le sait bien de lui, c'est que je n'ai jamais senti les salariés actionnaires tous azimuts de façon systématique. Être salarié et actionnaire, c'est un choix personnel, c'est un rapport au risque qu'il faut respecter. J'en parle d'autant plus que dans le groupe Alpha, les salariés ont 8% du capital. Les salariés qui le veulent, il y en a qui rentrent et qui sortent immédiatement. Donc moi, je crois plutôt aux vertus de la distribution. Et autant de dividendes salariés, je suis comme vous, je pense que c'est une formule confuse. On peut aussi parler de salaire des actionnaires, tant qu'on y est. Il faut rester sur des choses qui sont historiquement datées. Mais je pense qu'il aurait fallu développer un peu plus dans l'ANI, et peut-être avec l'appui du gouvernement, un système d'action gratuite un peu plus simple. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe Alpha si je prends cet exemple d'un groupe qui m'est cher? Il y a des salariés qui restent durablement actionnaires
Et il y en a d'autres, à la première occasion, qui cèdent leurs actions parce que c'est un élément de pouvoir d'achat. Et je ne porte pas de jugement de valeur, c'est normal. Je veux dire, en plus, par des temps d'inflation. Donc, je crois qu'il faut qu'ils participent à la création de valeur à l'occasion d'une cession d'entreprise. Vous l'avez évoqué, il y a des dispositifs qui sont prévus. Bien évidemment, il faut le faire. Mais de façon plus générale, sans attendre que l'entreprise soit cédée, il faut réfléchir à des mécanismes qui font que ils puissent profiter d'une valeur qui est créée, qui n'est pas forcément extériorisée immédiatement par des profits ou par des distributions de dividendes, qui puissent en profiter à un moment ou à un autre. Alors je le dis d'autant plus que certains qui sont ici savent que des distributions d'actions gratuites pour des dirigeants, ça commence à se pratiquer. Je trouve que le système n'est pas très facile à mettre en œuvre, y compris avec des risques fiscaux parfois quand on le simplifie qui sont importants, aussi bien pour ceux qui reçoivent les actions que pour ceux qui les donnent, et qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Après, là où je me distingue aussi de Philippe, mais c'est un débat qu'on a déjà eu, dans les pays de l'Europe du Nord, que je cite souvent en exemple, parce que, et puis d'autres pays en Europe aujourd'hui, il y a une grosse participation des salariés à la gouvernance des entreprises. Au-delà même de l'Europe du Nord, il y a aujourd'hui 13 pays en Europe sur 27, c'est pour ça que je dis qu'on pourrait faire la majorité absolue en étant le 14e, où un tiers des administrateurs sont des représentants des salariés ou des représentants syndicaux. Mais ils ne sont pas très souvent actionnaires de leur société. Du côté de l'outre-Atlantique, aux États-Unis, c'est le contraire. Ils sont parfois plus souvent actionnaires, mais beaucoup moins impliqués dans la gouvernance des entreprises. C'est pour ça que je dis, dans la gouvernance des entreprises, ça devrait être systématique et beaucoup plus important que ce qu'a prévu la loi Pacte, qui est aussi un pas en avant. Hein. Moi, je suis toujours pour prendre les pas en avant pour ce qu'ils sont et puis aller essayer de gagner des étapes supplémentaires. Donc moi, je suis plutôt pour que la gouvernance plus étoffée soit systématique. Et dans toute taille d'entreprise, ça peut se faire y compris dans les petites et dans les moyennes, et que par contre l'actionnariat salarié, ça soit au coup par coup. Moi, je n'irais pas conseiller à des salariés d'être actionnaires dans un sous-traitant de l'automobile, de Stellantis ou de Renault, qui à la première occasion, d'abord va avoir ses marges rognées, va avoir une difficulté pour le chef d'entreprise de garder sa compétitivité. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on développe dans les grandes entreprises, ou dans les PME qui ont un modèle économique assez stable qui peut permettre d'avoir une visibilité. Quand les salariés sont actionnaires dans le groupe Alpha, moi j'ai le sentiment, et pas le sentiment, la certitude de gérer de l'épargne salariale, pas de gérer des actionnaires salariés. Et je trouve encore une fois tout à fait normal qu'à la première occasion, ils cèdent leurs actions pour améliorer le pouvoir d'achat ou pour faire telle ou telle opération. Donc je crois qu'il faut, et encore une fois je dis que l'accord qui a été signé va de l'avant, hein, j'ai pas de souci avec ça. Ce que vous avez évoqué d'ailleurs sur la façon de participer à la création de valeur, je vais voir comment ça sera expérimenté sur le terrain. Ça m'a l'air un peu compliqué. C'est pas forcément aussi facile que ça pour un patron de PME ou pour des syndicats de rentrer dans ce jeu-là. Mais pourquoi pas ? Une distribution d'actions gratuites, ça peut se faire assez simplement, à condition que les pouvoirs publics, avec la dette qu'on a aujourd'hui, ne prennent pas tout au passage et que la distribution se limite à quelque chose d'un petit peu faible. Mais je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Là où je vous rejoins, Marielle, et les autres, et Florian aussi, c'est que partager la valeur, c'est partager le pouvoir. Parce que les grandes décisions sur ce qui doit revenir aux salariés comme créateurs de valeur et ce qui doit venir aux actionnaires comme gestionnaires du risque, et parfois aussi, je pense aux patrons des PME, des TPE comme créateurs de valeur eux-mêmes, hein, parce qu'ils sont salariés et actionnaires à la fois, ça doit être beaucoup plus équilibré, mais ça se gère dans les conseils d'administration, les grandes tendances. Et pourquoi il faut le faire aujourd'hui ? Parce qu'on rentre, peut-être que la deuxième table ronde en parlera, on rentre dans une phase très compliquée où le rapport PISA-DIFIERI que j'évoquais tout à l'heure montre bien qu'il va y avoir une chute de la rentabilité des entreprises. On va passer, il y a des investissements qui vont être mis au rebut un peu brutalement dans la transition écologique. Il va y avoir des problèmes de pouvoir d'achat pour les salariés et que donc la question de la répartition de la valeur, il faut la revoir à l'aune de cette transition qui va être très coûteuse. Et moi, je trouve que le débat sur le coût, c'est pour ça que le rapport PISA-DIFIERI, Selma Mahfouz, il aurait dû être sur la table depuis quelques semaines et pas rangé immédiatement. Le fait qu'on mette l'accent sur le coût de la transition, c'est aussi mettre l'accent sur qui va payer. L'Europe, l'État, les ménages, les entreprises, les citoyens, enfin bon, il y a tout un tas d'enjeux qui sont considérables aujourd'hui et on peut avoir, Florian avait raison de dire qu'il y a eu une déformation quand même de la répartition de la valeur ajoutée depuis quelques années, on peut avoir une accentuation de cette déformation avec le coût de la transition. Donc c'est l'occasion ou jamais que ces problèmes-là soient sur la table et qu'on les regarde à l'aune de cette transition coûteuse
elle va durer quelques années, et elle va être extrêmement coûteuse, aussi bien pour l'entreprise en termes de création de valeur et de rentabilité que pour les salariés en termes de pouvoir d'achat et de salaire. Donc il ne faut surtout pas lâcher ce sujet-là, et c'est pour ça que je dis qu'il faut le lier à une participation plus importante à la gouvernance, parce que c'est là que se dessinent les grandes tendances, y compris dans les pays que je cite. C'est pas seulement dans les grandes entreprises qu'il y a un tiers des administrateurs qui représentent les salariés, hein. Ça part de très bas. Je laisse de côté l'Allemagne où à plus de 2000 salariés c'est 50-50, hein, mais c'est pas la culture française pour l'instant. Commençons par passer de la loi Pacte. Le tiers, c'est un bon, ça reste minoritaire, ça ne devrait pas faire peur aux patrons. Vous avez raison de dire que distribuer du capital dans les entreprises, c'est un peu compliqué. Distribuer du pouvoir, ça l'est parfois davantage encore. Mais il ne faut pas en avoir peur. À la limite, des salariés qui sont minoritaires dans un conseil d'administration, ils font comme des actionnaires minoritaires. Ils s'expriment, y compris en termes de désaccord ou de divergence quand ils ne sont pas d'accord avec la stratégie de l'entreprise, mais la parole reste à l'actionnaire majoritaire. Donc je pense qu'il faut aller vers ça. Puis entre nous soit dit, c'est une autre façon de construire l'Europe, hein. On parle souvent de l'Europe sociale qui est un peu en panne parce qu'elle n'a pas beaucoup avancé ces derniers temps. Là, il y a moyen d'avoir une majorité absolue de pays qui ont franchi cette étape et qui ont donné le tiers des postes d'administrateurs aux représentants des salariés, aux représentants syndicaux. Les modèles sont un petit peu différents ici et là. Je crois que la France, qui pèse un peu lourd en Europe quand même, hein, de par sa taille et de par son image, pourrait contribuer à rendre ça un peu plus facile pour d'autres pays. Merci. J'imagine que vos propos vont susciter des réactions. Bertrand ? Oui. L'Europe sociale, en ce moment, elle accélère, hein, depuis la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre sur les congés payés. On a un grand coup d'accélérateur de l'Europe sociale, hein, voilà, qui ne va pas sans poser quelques difficultés. Donc, pour rebondir peut-être avec une autre perspective. Aujourd'hui, donc, je siège pour la CPME à l'Observatoire Dialogue Social du Rhône, et on étudie un peu ce qui se passe en termes de négociations et d'accords sur ces sujets-là et sur plein de sujets. Et donc, je remercie les services de la DRETS qui m'ont transmis quelques infos. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que sur ces dispositifs de partage de la valeur, intéressement, participation, traditionnellement, on a plus de 60% des accords qui sont adoptés par référendum. Donc, effectivement, il y a la question de la gouvernance, mais il y a quand même 60% des accords qui sont adoptés par référendum. On ne fait pas voter les gens comme ça, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a forcément un processus de discussion dans l'entreprise qui fait que ces accords sont adoptés, hein. Alors, ce n'est pas le mode privilégié de négociation des accords d'entreprise, hein, on est d'accord, mais c'est assez remarquable sur ces sujets-là. Un autre point que j'ai trouvé assez remarquable, c'est qu'on observe sur la question des accords, avenants, etc., une accélération du rythme et du volume de ces accords. Si vous voulez, dans le Rhône, on est passé finalement à plus 22% d'accords conclus depuis 3 ans. Sur l'intéressement, on est à plus 38% d'accords conclus. Et je fais une comparaison sur les 3 dernières années. En revanche, la participation, on observe une diminution du nombre d'accords de participation qui est drastique, hein. Pour comparer des données brutes, l'année dernière, il y a eu 895 accords d'intéressement contre 60 sur la participation. Donc peut-être qu'au niveau de l'ANI, on n'est pas allé assez loin, j'ai envie de vous dire, sur cette question de la participation et sur le fait d'avoir vraiment un dispositif simplifié, c'est-à-dire qu'on sait que la participation est obligatoire dès lors qu'on franchit le seuil de 50. Peut-être qu'on aurait pu aller plus loin sur rendre obligatoire un dispositif de partage de la valeur dès lors qu'on franchit le seuil de 50. Et je crois que ça aurait simplifié aussi les choix et les décisions des entreprises sur ces sujets-là. Voilà. Si je poursuis rapidement, parce que les statistiques, vous savez, sont des êtres fragiles, hein. Puis on les torture et puis on les fait parler. Mais ce que j'avais vraiment noté en termes de dialogue social, si vous voulez, c'est en fonction de la taille des entreprises. On s'aperçoit que le référendum s'étend aussi dans des entreprises qui sont entre 250 et 500 salariés, donc pas uniquement des petites entreprises. Voilà. Pour accompagner un certain nombre d'entreprises dans les négos sur après des dispositifs d'intéressement, j'ai envie de vous dire qu'on est amené à partager à la fois le sens, hein, le pourquoi, le quoi, à se fixer des objectifs, alors qui sont aléatoires, même si on essaye toujours d'avoir une approche de gestionnaire, parce qu'effectivement, hein, la question
du pouvoir d'achat global, elle est présente dans l'esprit des employeurs. Et donc, ce sont des accords, si vous voulez, qui ont d'autant plus d'importance que le salarié peut se les approprier au quotidien. Et vous voyez, par exemple, le fait d'enfoncer encore le fait de la possibilité d'avoir une clause RSE, je pense que ça peut être aussi un élément fédérateur pour l'ensemble des salariés sur des engagements qui sont pris. Donc il y a au travers de ces éléments-là, je pense, des vrais leviers fédérateurs pour les politiques RH dans les entreprises. Ça veut dire qu'il faut renforcer le rôle du CSE ou parce que tout ça, ça doit quand même se discuter quelque part. Le renforcer déjà, qu'il exerce pleinement ses prérogatives et de manière transparente. En tout cas, c'est nous une position qu'on porte, c'est que la négociation peut se faire bien sûr avec les organisations syndicales, avec le CSE, un CSE qui soit formé, qui soit informé, qui dispose de l'ensemble des informations prévues au titre de la BDESE par exemple, et qui ait pas on va dire, qui ait le plus de transparence possible sur tous ces échanges-là. Finalement, souvent, on n'a rien à cacher. Marielle ? Oui, pour agir, oui, sur d'abord le CSE, Madeleine Gilbert, qui interviendra dans la seconde table ronde, en parlera mieux que moi, mais c'est vrai que nous, on demande à ce qu'il y ait des prérogatives beaucoup plus importantes sur tout ce qui est engagement, développement durable, d'une part. Après, sur les chiffres, oui, c'est ce que je disais, effectivement. Et puis vous avez, dans votre article du Progrès, on voit bien, il y a énormément d'accords qui sont signés en entreprise. Et c'est bien, et ça montre que les partenaires sociaux savent négocier, signer des accords. Après, la participation, il y a une discussion en cours dans la transposition de l'ANI où on demande en fait une modification de la formule, et puis aussi qu'on prenne le bénéfice comptable et non plus fiscal. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a, avec des prix de transfert, il y a des possibilités de manipulation des chiffres et de minimisation du résultat qui aboutissent dans beaucoup d'entreprises à ce qu'on ne puisse pas verser de participation. Donc ça, c'est à revoir, sinon je pense que ça n'aura pas un énorme développement. Et puis pour élargir la discussion, forcément, moi je suis complètement d'accord avec M. Ferracci et tout ce qui a été dit. Et je pense que effectivement, la France, de ce côté-là, est très, très rétrograde. Il y a aussi une vision des partenaires sociaux qui est rétrograde. Alors que, comme on le voit, on travaille ensemble, on signe des accords, et souvent dans les médias, on est représenté, notamment les organisations syndicales, comme des personnes qui empêchent les choses d'avancer ou qui font la grève. Et c'est pas ça du tout sur le terrain. C'est pas ça. On travaille sur des accords, sur des lois avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat, et sans problème. Enfin, on n'arrive pas toujours à tout faire passer, ça c'est sûr, mais en tout cas, on sait travailler ensemble. Dans l'entreprise aussi, on sait travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que, je ne sais pas, peut-être vous pouvez me le dire, les dirigeants ont peut-être peur d'impliquer plus les partenaires sociaux. On parle des CSE, oui, on a des prérogatives, mais combien de fois, on le sait, nous on travaille avec CECAFI, par exemple, dans mon entreprise, combien de fois on doit se bagarrer pour avoir des informations et à un niveau global pour que ça veuille dire quelque chose. Donc il y a encore beaucoup de blocages, et effectivement, je pense que c'est une erreur, parce que impliquer les salariés dans la gouvernance, c'est les associer, et forcément, après, ils vont plus être motivés et se bagarrer pour que l'entreprise soit performante et réussisse. Donc, je ne comprends pas ce blocage. Et je pense qu'effectivement, vouloir détenir seule l'information et avoir peur de partager certaines informations avec les salariés, c'est finalement pas se donner toutes les chances au niveau de l'entreprise. Laurent Delvaux, vous vouliez compléter ce que vient de dire J'ai pas grand-chose à rajouter, pour être franc. Juste un point. Effectivement, le nombre d'accords sur la participation. Aujourd'hui, avec les prix de transfert, la structure actionnariale, on a quand même, pour un certain nombre d'entreprises, un pilotage des résultats par les prix de transfert qui engendre des problématiques, effectivement, de partage de la valeur derrière. Ou pas.
On a des PME qui appartiennent à des grands groupes internationaux. On réfléchit toujours avec un grand groupe français, mais il est vrai qu'on est aussi dans les grands groupes internationaux à piloter par les prix de transfert. Et effectivement, ça peut être une entreprise de 200, 500 salariés qui est une filiale d'un grand groupe où effectivement, c'est entre guillemets le modèle de l'usine tournevis. Et là, difficile de partager la valeur dans ce cadre-là. Ça, c'est un débat, et c'est un débat très technique, où il faut faire attention, et c'est là où, effectivement, la gouvernance, la mise en place d'actionnaires salariés qui prennent leurs risques, bien sûr, est quelque chose qui pourrait aussi un peu détendre ce type de pilotage d'entreprise. Philippe Lator, pour conclure, est-ce qu'on est encore dans cette période où effectivement il y a toujours des bâtons dans les roues parce que les patrons ont peur effectivement de donner du pouvoir à leurs salariés, ont peur et où est-ce qu'on est à la veille d'un nouveau processus, d'une nouvelle organisation du travail où enfin peut-être on peut espérer ce partage un peu plus généreux tant du pouvoir que de la rémunération. Est-ce que ça y est, il y a des frémissements ou est-ce que... On pourrait peut-être dire que l'accord qui est signé, c'est peut-être pas très ambitieux par rapport aux défis que l'on a. Alors tout ce qui est pris, mais c'est vrai que c'est peut-être pas à la hauteur parce qu'on est très loin là de nos sujets effectivement d'actionnariat, de participation à la gouvernance. Alors tout ça, pour moi, ça doit toujours être sur une base volontaire, l'actionnariat salarié, évidemment, on va pas obliger un salarié, et puis il y a certainement plein de cas, je suis bien d'accord, d'entreprises où c'est pas très approprié, mais je pense qu'être ambitieux et pas être rétrograde, c'est clairement d'avoir une ambition pour le pays, et je pense que moderniser l'entreprise de cette façon, c'est aussi aider à la démocratie après à se moderniser, parce qu'on aura résolu dans l'entreprise la bonne compréhension de l'entreprise, comment fonctionne l'économie, et ça on le retrouvera après, je pense, sur le terrain politique. J'ai l'exemple d'un dirigeant qui me disait « J'aimerais beaucoup avoir des représentants salariés à mon conseil, mais aujourd'hui, j'en ai aucun que je pourrais présenter devant mes actionnaires financiers parce qu'ils ne sont pas au niveau, etc. » Mais j'avais envie de lui dire « C'est quand même tragique de faire ce constat. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'avoir promu vos propres salariés, de leur avoir donné le niveau de formation. » Donc c'est vrai qu'on a un peu en France dans un système où on cherche de part et d'autre, soit à s'opposer, soit à chercher les meilleures raisons du monde de ne pas avancer sur ces sujets, alors qu'en réalité, je pense que c'est un vrai défi. Et si on veut être à la hauteur des questions des inégalités, du sujet de la cocotte minute sociale, qui est comme dans tout domaine, quand on la laisse, c'est qu'un jour, elle explose, et puis après, on se dit, on aurait peut-être pu avancer et résoudre les problèmes d'une autre façon avant. Et là, je pense qu'on a un vrai sujet qui peut permettre de faire avancer à la fois la démocratie de l'entreprise et puis la démocratie en général dans la vie politique. Regardez-vous, oui. Pour conclure. De toutes les manières, toutes les entreprises vont être impactées par la responsabilité sociétale et environnementale. L'environnemental, tout le monde voit ce que c'est. Le sociétal va clairement impacter aussi la façon de mener le dialogue social, voire la démocratie sociale dans l'entreprise. Et là-dessus, si le virage n'est pas pris, de toutes les manières, beaucoup d'entreprises, là, pour le coup, n'attireront pas les jeunes générations. Et donc là, il y aura nécessairement un effet, ça doit être pris dans la stratégie de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'elle avancera aussi dans le cadre de son dialogue social et de sa démocratie sociale. Merci à vous quatre. Ne bougez pas. Je ne l'avais pas précisé tout à l'heure en introduction, mais vous avez donc la possibilité de poser vos questions, vous, public. Donc une hôtesse va passer avec un micro. Si vous souhaitez interroger, j'insiste bien, il faut que ce soit des questions donc à poser à nos quatre invités. Juste, voilà. Est-ce que vous levez la main? Oui, bonjour, je m'appelle Pierre Garcia. Moi, je voudrais revenir sur les chiffres et sur plutôt un état des lieux, se rapportant à la négociation collective et notamment sur les salaires et la participation. Une réflexion que j'ai exposée à 3 reprises devant Muriel Pénicaud, Elisabeth Borne et puis Olivier Dussault, donc tous les 3 ministres, en présence des directeurs généraux de l'époque, Yves Strioux et Pierre Hamin. J'étais directeur départemental du travail, directeur régional. Dans les 2 périmètres
où je suis intervenu, j'ai observé que 80% des entreprises assujetties à la négociation collective ne remplissaient pas leurs obligations. 20% seulement, donc, remplissaient leurs obligations de négociation périodique, annuelle ou en cas d'accord, donc je dirais tous les 4 ans. Et sur la participation, c'est le contraire. Sur les 2 périmètres, ce que j'ai observé, c'est que 80% respectaient leurs obligations, 20% ne respectaient pas. Ces chiffres-là, on les trouve nulle part. D'abord parce qu'il n'y a pas d'outil pour les établir. On a un outil fiscal quand une entreprise ou un particulier ne remplit pas ses obligations fiscales. Bon, en général, il y a une intervention de l'administration immédiate, en tout cas rapide. Au ministère du Travail, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'outil pour suivre l'application de ces dispositions. Quelle est votre question? Enfin, c'est plus qu'une question, là, c'est quand même une grosse interrogation. Et il n'y a pas de sanction non plus. C'est-à-dire que quand on cherche la sanction administrative prise pour les 80% d'entreprises concernées, il y avait 3 dossiers en cours il n'y a pas très longtemps au niveau national. Il n'y en avait plus qu'un il y a 6 mois et il semblerait qu'aucune décision n'était prise. Donc parler du partage de la valeur quand l'État n'assure pas non plus son rôle de régulation, c'est un problème. Et puis, une deuxième observation qui concerne cette fois les observatoires. Je pense qu'un observatoire, c'est fait pour observer, et ça devrait observer ça. Il paraît que je suis le père non respecté des observatoires du dialogue social en France. Moi, ce que j'ai souhaité quand on a discuté de la création de ces observatoires, c'est que les observatoires comme d'autres, celui de la santé, des sports, etc., permettent de suivre véritablement l'application de ces dispositions avec les partenaires sociaux, pour qu'ils s'emparent aussi de cette question. Et puis qu'on puisse, à partir des éléments statistiques recensés, pouvoir traduire ça en action. Or, aujourd'hui, les observatoires n'ont pas cette fonction, n'ont pas non plus la fonction de suivre les plus de 50. Et le rapport national de la négociation collective fait ce que vous avez fait, monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, il décrit le nombre de textes déposés, mais il ne se pose pas la question de l'effectivité du droit de la négociation collective en France. Donc je pense qu'il faut changer ça. Et vous pouvez, au niveau des observatoires départementaux, prendre l'initiative de le faire. On n'a pas besoin d'attendre une instruction ou une loi pour le faire. Et si on a des collègues de la direction régionale du travail ici et des directions départementales, c'est pareil. Ils ont cette marge de manœuvre, ils peuvent le faire. Yes, we can. Alors pour l'observatoire, vous aurez la présidente et le vice-président dans un instant qui pourront peut-être répondre. Voilà, mais... Non, voilà, c'est ce que... Au niveau de l'observatoire, c'est un fonctionnement paritaire. Donc, moi, je ne peux pas vous répondre au nom de l'observatoire. Et je pense que votre point de vue est tout à fait intéressant et mérite de l'attention. Les observatoires restent de jeunes objets, finalement, qui ont été mis en place récemment, qui ont connu 2 années de Covid, sur lesquels je pense qu'il y a un travail, en tout cas... auquel on participe et qui est très intéressant, à la fois d'information, donc effectivement des moins de 50, et le cas échéant de conseil. Et petit à petit, ces attributions se mettent en œuvre, et je laisserai la présidente de l'Observatoire tout à l'heure en dire un peu plus. Une autre réaction? Non, pas. Autre question alors? Oui. Merci. Madame. Bonjour, Julie Nardin de l'ADES du Rhône. Je me demandais en quoi vos analyses sur la difficulté à mettre en place un partage de la valeur et un partage du pouvoir dans les entreprises n'entrait pas en résonance avec une forme de crise de la représentativité syndicale. J'ai quand même l'impression qu'il y a un écho là assez fort, en tout cas dans vos débats, c'est ce que moi j'ai ressenti. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Marielle, peut-être? Déjà, bon, c'est vrai que, quand on parle de crise de représentation syndicale, oui, le nombre d'adhérents baisse légèrement, mais si on prend complètement les chiffres, aujourd'hui, je crois que c'est autour de 9 ou 10% dans le privé, en tout cas. Moins de 10%, en tout cas. Voilà, c'est moins de 10%. En revanche, on compare toujours ça, par exemple, aux élections politiques. Quand on prend les chiffres de la participation aux élections professionnelles,
elle est très, très importante. Je crois que c'est au-dessus de 60%. Donc finalement, on est tout à fait représentatif. Oui, il y a 10% d'adhérents, mais il y a des millions de gens qui votent. Et ces élus, finalement, ils sont très représentatifs et beaucoup plus représentatifs que les hommes politiques. Si on prend aussi, pour un dernier chiffre, les adhérents des principaux syndicats, enfin je crois que c'est 600 ou 700 000 à la CFDT, dans les 600 000 à la CGT, enfin en tout, on est sur les 5 principaux syndicats, c'est plus de 2 millions d'adhérents. Bon, il n'y a pas ça dans les partis politiques. Donc déjà, je pense que c'est un mauvais procès qu'on nous fait. Bien sûr que moi, j'aimerais même que, comme dans certains pays scandinaves, ça soit obligatoire de se syndiquer et comme ça, on soit plus représentatif encore. Mais je pense quand même que c'est un mauvais procès qui est fait et on est beaucoup plus représentatif que beaucoup de partis politiques. Ensuite, je ne pense pas que c'est ce qui nous empêche de faire partie de la gouvernance des entreprises. Si je prends mon syndicat, il y a quand même énormément de gens qui sont compétents, qui se forment et qui pourraient tout à fait avoir leur place dans les boards et discuter tout à fait sereinement de ces sujets-là. Donc pour moi, le blocage, franchement, il n'est pas là. Bien sûr qu'il faudrait encore plus former, comme vous le disiez, il y a quand même un déficit, parce qu'il faudrait qu'il y ait des gens quand même qui soient bien formés en économie, en finance, en stratégie aussi, hein, pour bien comprendre tous les enjeux, et ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Donc pour moi, ça se situe plutôt là, et pas par le déficit de représentants syndicaux dans les entreprises. Philippe Lator, vous voulez compléter ? Non, je pense qu'il faut bien des représentants. Donc les syndicats sont sans doute le lieu de formation de ces représentants. Et il faut qu'ils soient très bien formés. Il faut qu'ils soient des interlocuteurs crédibles dans un conseil d'administration, conseil de surveillance. Quand on va parler de projets d'investissement, de retour sur investissement, de besoins en fonds de roulement, de free cash flow, enfin, il faut que tout ça, effectivement, les interlocuteurs en face soient compétents, bien sûr. Merci. Pardon, Bertrand. Oui, j'aimerais compléter. Par rapport à cette question-là, sans remettre en question les données chiffrées qui ont été livrées, hein. Il y a des études annuelles qui sont faites sur le cycle électoral. La dernière étude, elle montre qu'effectivement, il y a une grosse carence au niveau, et il y a une diminution de la participation aux élections professionnelles qui est drastique. Et dans les PME, elle est encore plus marquée. Hein, de mémoire, je crois qu'on est sur 15%. Alors, c'est ça, hein, voilà. Donc, vous avez raison. Ça pose la question de l'acteur. L'organisation syndicale n'est pas non plus l'acteur exclusif de la négociation en entreprise. Elle peut se faire avec un CSE dès lors qu'on en met un en place. Donc, il y a peut-être aussi un autre accompagnement à prévoir pour une négociation qui se fasse avec les CSE également, pas uniquement les organisations syndicales, qui ont la possibilité de se présenter au premier tour de toutes les élections. Donc finalement, leur représentativité, elle est le reflet de leur audience dans l'entreprise. Mais il y a aussi les CSE qui doivent intervenir peut-être de manière plus forte dans la négociation aujourd'hui. Oui, Bruno Dupuis. Je posais la question à Philippe. Mettez bien votre micro. Ouais, à Philippe Lator, quand il parlait des sautés du TER au TGV, qu'est-ce qui ferait, selon vous, qu'il y ait plus d'exemples, je dirais, où les salariés montent au capital, et notamment qui viendraient des fonds, des investisseurs? Est-ce qu'il y a une méconnaissance, il y a une hostilité, il y a des choses... Parce qu'on a quelques exemples qui sont très réussis. Je pense on prend toujours l'exemple, par exemple, de Carbone Savoie, sur des opérations de retournement. Et est-ce que, je veux dire, du côté des fonds, du côté des investisseurs, il y a des évolutions de ce point de vue-là, culturelles, pour se, je veux dire, embarquer, parce que ça peut avoir un véritable intérêt à un certain moment, effectivement, pour l'entreprise. Et il y a des opérations qui sont très réussies de ce point de vue-là. Oui, alors effectivement, c'est comment on peut faire avancer concrètement les idées et ce projet-là. Alors il y a évidemment
les politiques, déjà, est-ce qu'ils peuvent porter ça? Parce que par la loi, par des dispositions, on peut favoriser des incitations fiscales pour faire que ces systèmes-là soient... Bon, je pense qu'en fait, il y a un problème général de projet politique. Les partis politiques n'ont pas vraiment de projet. Je pense que c'est difficile d'attirer l'attention d'un homme politique sur un sujet comme ça, parce qu'il dit, est-ce que j'ai à court terme ma cote de popularité, ou est-ce que je vais gagner des voix? Enfin, bon, donc je pense que les politiques, c'est à peu près absent, ce sujet-là. Après, il y a d'autres parties prenantes, évidemment, ce sont les actionnaires. Alors les actionnaires, le problème assez vite, c'est, j'ai un gâteau, je suis confortable dans mon espace de wagon, est-ce que j'ai besoin de le partager avec quelqu'un d'autre? Bon, le réflexe immédiat pourrait dire bien sûr que non. En réalité, dans tous ces sujets-là, c'est peut-être pour le bien des salariés qui peuvent participer au pouvoir ou participer à gagner de l'argent, mais c'est aussi l'intérêt même normalement de l'entreprise, hein, parce que si on a un système motivant, l'entreprise, elle va avoir une meilleure compétitivité, et puis les actionnaires, c'est pas qu'ils vont être repliés sur un gâteau, ils seront tout seuls, mais ils auront peut-être 90% d'un gâteau beaucoup plus gros qui vaut plus que 100% d'un plus petit gâteau. Donc c'est ça aussi que normalement ils devraient. Mais comme ils sont quand même dans une logique assez court-termiste, c'est parfois un peu compliqué pour eux. Je dirais même que les fonds d'investissement que je connais bien, c'est très compliqué. Alors quand on est sympathique, on va dire qu'ils sont paresseux. Quand on l'est un peu moins, on va dire que les fonds d'investissement, c'est tellement compliqué de faire une transaction parce qu'il faut discuter avec le vendeur, avec les managers, avec... plein d'interlocuteurs. Si en plus il faut rajouter une couche qui est discuter avec des salariés pour savoir comment on va leur présenter un partage de valeur et tout ça, on verra ça plus tard, hein, quand on sera déjà au capital. Puis quand on est au capital, il y a d'autres projets. Donc finalement, les fonds d'investissement, pas simple non plus, même s'il y a des engagements de ESG, tout ça. Mais bon, après, le ESG à court terme, long terme, on ne sait pas trop. Et après, moi, je dirais que c'est là où je me retourne vers ma voisine et je dis, je pense que ce sont les syndicats qui devraient être les premiers, en tant que représentants de salariés, à être les porteurs de tout cela. Et là, c'est vrai que des fois, on voit très bien, ma modeste expérience, au niveau de terrain d'entreprise, on voit très bien les syndicats qui connaissent bien leur entreprise pour le coup, être motivés, comprendre. Et de tous syndicats, d'ailleurs, j'ai vu, hein, tous, oui, c'est motivant, on va se défendre ce projet-là. Puis en réalité, des fois, on a un peu l'impression, je ne parle pas pour CFE-CGC, parce que vous avez les cadres, vous avez une population qui, naturellement, je pense, plus favorable à ces sujets. Mais je pense qu'après, quand on monte dans la hiérarchie du syndicat, c'est moins évident de les trouver motivés, ou après, on a des oppositions idéologiques un peu loin du terrain. Et donc, la question essentielle que vous posez, mais elle est très très juste, c'est qui est-ce qui peut défendre le mieux ces sujets-là? Moi, je crois que c'est aux salariés eux-mêmes, avec leurs conseils, avec les syndicats, de porter, parce que finalement, c'est leur intérêt à eux perso déjà, donc qu'ils aillent au front en premier. Et après, il peut y avoir des CEO, des patrons, parce que c'est quand même eux les hommes clés dans tout ça, qui ont une conviction personnelle, parce qu'ils pensent que c'est l'intérêt de leur entreprise, qu'elle va mieux se développer. Ils ont bien vu tout de suite comment ça serait mieux pour eux d'avoir des salariés à leur conseil pour faire avancer des idées. Et là, ils peuvent être la clé, eux. Et ils sont la clé parce qu'ils peuvent aller convaincre l'actionnaire de faire cela. Et là, je pense que les fonds, par exemple, si le CEO leur dit que ça va améliorer le TRI, ça va améliorer la plus-value à la sortie, ils peuvent très bien comprendre pourquoi ils vont adhérer. Et puis, c'est eux qui vont convaincre aussi les salariés, expliquer le système et tout. Et donc les CEO, les patrons sont eux-mêmes aussi à la manœuvre, je pense. Une dernière question, madame. Bonjour, Catherine Bloch de l'UDES, Union des employeurs de l'économie sociale. Propos qui seront peut-être complétés par ma collègue. Première chose, l'économie sociale et solidaire, avec des budgets publics contraints très souvent. État, département, ARS, ministère de la Justice, etc. Alors moi, je veux bien l'intéressement, je veux bien l'épargne salariale, etc. Mais avec des financeurs publics qui sont dans une autre logique que celle de l'entreprise, qui parfois refusent l'application du Code du travail pour financer des ordres de délégation, je suis très, très terre à terre en tant que DRH. La question, elle est, je veux bien, comment on fait dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, plus d'1 million de salariés, pour oui, l'intéressement, oui, la participation, quand vous êtes contrôlé par des personnes, je n'attaque pas les personnes, bien évidemment, sur des notions de fonctionnement public, l'expliquer le droit privé, déjà, c'est compliqué. Observation, je disais toujours aux organisations syndicales, commençons à appliquer et respecter les dispositions du Code du travail. Faisons que pleinement, le CSE exerce pleinement ses missions, consultation, bloc 1, 2, 3, que la NAO, bloc 1, 2, 3, vive vraiment. Et après, on verra, comme dans toute négo, j'arrivais toujours en disant, comme on fait un bilan et on renouvelle nos CSE. Et donc, c'est peut-être l'occasion de faire des bilans. Je crois que tout le monde le fait avant de renouveler ses CSE. Donc, que déjà, ils utilisent tous les moyens, y compris les experts,
pourquoi pas, mais qu'ils utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition, et y compris dans le cadre de la NAO, qu'on utilise vraiment et que nous, on communique correctement sur la BDES E, et j'insiste sur le E, et après on verra. Parce que je pense que sur la participation, pour finir sur oui, s'il vous plaît, parce que... syndicale, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus, mais on a aussi notre part pour accompagner les organisations syndicales pour que les salariés votent. Donc surtout la question de l'économie sociale et solidaire. Réponse très, très brève autant que possible, même si la question est évidemment très, très intéressante, mais on a du temps déjà dépassé. Alors, effectivement, sur un point sur la partie économique et sociale, je suis tout à fait d'accord avec vous. Déjà, avant de passer sur les étapes supplémentaires, faire que les CSE fonctionnent, les CSE plans de droit fonctionnent correctement, que les liens entre les informations consultations et les blocs de négociation soient bien réalisés, c'est la base. Et déjà, faire ça, ça peut être très compliqué. Ensuite, intéressement, participation. Alors, dans l'ANI, il me semble que sur les sociétés d'économie sociale, on n'est même pas sur le résultat, on est, il me semble, sur l'excédent brut d'exploitation, qui pourrait permettre d'ouvrir un certain nombre de sujets. Mais avant d'ouvrir ce type de sujet, on revient sur le principe de base, et là-dessus, je pense que tous les acteurs autour de cette table ronde est d'accord. Il faut un dialogue social éclairé et partagé, et à partir de ce moment-là, on peut avoir des négociations exigeantes. Ne pas avoir ce diagnostic ne permettra pas de rentrer dans ce type de négociation. Bertrand Fiali. Juste, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça fait partie d'un des ajouts vraiment de l'Assemblée nationale, que l'élargissement, on va dire, vers les entreprises du ESS, on va dire, de dispositifs de partage de la valeur de 1 à 50. Alors après, c'est un peu étonnant ce qui a été fait, parce qu'on conditionne la mise en place de ces dispositifs à un accord de branche, à l'autorisation d'un accord de branche étendu. Alors, je ne savais pas que l'accord de branche pouvait autoriser à. Et alors, dans votre secteur, en plus, ça pose question, puisqu'on sait que votre convention n'est pas étendue. Donc ça, c'est peut-être au législateur de s'en occuper. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup à tous les quatre. Vraiment, c'était très intéressant.